Merci plaisir de vous avoir Geneviève. ici. Merci Geneviève, merci aussi Guy pour l'invitation. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de partager avec vous les donc quelques connaissances sur les soins virtuels, c'est l'utilisation de la technologie et l'application, ces applications dans le domaine de la santé. C'était l'objet de plusieurs de mes livres, mais en particulier, je vais utiliser un langage simple, même si je vais présenter des technologies. Donc, j'espère que que cette présentation sera utile pour tout le monde et je peux prendre les questions à la fin. Donc, pour l'agenda d'aujourd'hui, je vais présenter une petite histoire d'évolution des technologies d'information et de communication, puis comment utiliser l'informatique en santé et quels sont ses domaines. Puis, je vais faire un peu la présentation de l'utilisation de l'informatique dans le domaine de santé publique et enfin les communautés virtuelles. Aussi, je vais toucher sur l'utilisation de la technologie dans le domaine des personnes âgées, donc vieillissement, et quelques tendances futures. Donc, pour le terme informatique, c'était depuis 1968 le premier mention du terme, c'est l'émergence du terme en 68. 79, c'était l'informatique médicale comme terme a été créé en France. Puis, c'est quoi l'informatique médicale ou bien l'informatique de santé, comme on dit aujourd'hui? C'est un domaine interdisciplinaire. En général, c'est un grand domaine où, dès que nous avons utilisation de technologies, de l'information et de communication dans le domaine de la santé, on peut dire qu'on est dans le domaine de l'informatique de santé ou de l'informatique médicale. Donc, c'est un domaine interdisciplinaire. Comment ça s'est déroulé l'histoire de l'information? En fait, depuis l'Antiquité, les êtres humains, nos ancêtres, ont essayé de trouver des moyens pour faire la computation, n'est-ce pas, l'addition, soustraction avec l'abacus en Chine. Même en 1122, Charles Babbage a inventé l'idée d'un ordinateur, même que la technologie n'était pas là, mais il a donné l'idée, en fait, qu'on peut créer une machine qui mémorise, fait la mémorisation des données, fait traiter les données, mais il n'avait pas les moyens technologiques de le faire. En 1802, Joseph Jacquard a créé l'idée d'entrer les données en utilisant des cartes perforées qu'on utilisait en fait pour les tissus. Le premier ordinateur, c'était en 1946. C'est ce qu'on voit à droite de l'image. C'est l'ENIAC, le premier ordinateur. C'était très grand, plusieurs étages, comparé aujourd'hui à un simple smartphone, n'est-ce pas? Mais le PC, l'ordinateur personnel, c'était en 81, mais c'est pas très loin, quoi. Historiquement, c'est récent, 1981. Depuis 1946 jusqu'à 80, c'était des ordinateurs très grands qui peuvent être achetés par des universités, l'armée et tout ça, des grandes organisations qui ont beaucoup d'argent. Avec la 81, donc les personnes pouvaient acheter des ordinateurs personnels pour traiter des informations ou des données personnelles. Pour voir l'évolution un peu, le premier ordinateur en 1956 avec une mémoire, vous connaissez que chaque ordinateur, il mémorise les données. Donc, et c'est mesuré par le mégaoctet ou bien mégabit au mégabyte. Et c'est une mesure de combien de caractères. Et un caractère, c'est quelque chose qu'on tape sur le clavier. Donc, c'était 5 millions. Donc, en 1956, c'était 5 millions de caractères qu'on pouvait sauvegarder sur un PC. Non, ce n'est pas un PC, mais un ordinateur très grand.
Et pour voir c'est quoi cet ordinateur de 1956, c'est ça. Et le disque dur, c'est ça. Vous voyez le disque dur, il y a 3 hommes ou 4 qui peuvent pousser le disque dur dans. Et c'est ça, le disque dur. Comparer ça avec notre appareils mobiles. C'est ça, donc, le premier disque dur de 5 mégaoctets. Donc, il peut sauvegarder 5 millions de caractères, alors que un PC banal maintenant, ou bien le smartphone, c'est quelque chose de 512 peut-être billions de caractères, n'est-ce pas? Et c'est très, très, très peu comme taille. Donc, ça, c'est du côté sauvegarde de données. Donc, le parcours était phénoménal, de grandes machines jusqu'à un petit disque dur. Les réseaux, c'était le même parcours. Donc, le premier réseau, c'était très lent. La vitesse de transmission était de taux de 5 millions de bits par seconde. Maintenant, à la maison, vous pouvez avoir 1 trillion, donc, 1 000 billions ou 1 000 milliards de bits par seconde. Donc, la vitesse est très, très grande maintenant. En général, ce sont des connexions entre plusieurs machines, plusieurs computers, plusieurs ordinateurs et un serveur à travers une machine qui s'appelle le switch qui va connecter tout le monde ensemble. Donc, à la maison, c'est le routeur qui connecte toute la maison. Maintenant, nous n'avons pas besoin des câbles, c'est le wireless. Et le TCP/IP, c'est l'invention de l'Internet. En fait, l'Internet, c'est 1968-69. L'idée de l'Internet et la connexion des machines, mais le web, comme le connaissons maintenant, c'était les années 80, la fin des années 80, 1989. Donc, l'interconnexion des machines ensemble pour communiquer des données, ce qu'on appelle l'Internet maintenant, c'était une vieille idée de 1968-69. Dans les 89, nous avons créé, bon, il y avait quelques personnes à Genève qui ont créé l'idée de web et de la communication des pages d'informations d'une façon très simple. Avant, dans les années 80, nous avions l'Internet entre universités pour seulement communiquer des emails, des courriels, et tout ça. Actuellement, si l'Internet n'est pas sécurisé, donc toute communication sur Internet n'est pas sécurisée que si on la force d'être sécurisée. Donc, il faut des logiciels spécifiques et aussi des machines spécifiques pour sécuriser la transmission des données. Ce qu'on appelle en général, si on travaille de la maison chez nous, dans l'université, donc il faut connecter d'une façon sécurisée, ce qu'on appelle les réseaux privés virtuels. Et c'est possible, donc il y a des solutions pour sécuriser l'Internet, les connexions sur Internet. Les dernières inventions sur la transmission des données, c'était le cloud computing ou l'informatique en nuage, où nous pouvons sauvegarder les données pas chez nous, mais quelque part, par exemple, chez Microsoft ou bien chez Google, où on peut mettre les données là-bas et puis nous avons accès à ces données à n'importe quel moment. Donc, c'est aussi même les logiciels. Il ne faut pas nécessairement installer les logiciels chez soi, mais on peut installer les logiciels chez un fournisseur de logiciels comme Google, comme Microsoft, et utiliser ces logiciels et payer par un certain fee par an.
Donc, en général, c'est quoi un ordinateur? C'est une machine qui reçoit des données, des entrées, des données, elle traite ces données et puis donne des résultats, comme ici, dans cette figure, nous voyons l'image médicale. Donc, les données, c'était probablement des rayons X au début et puis capturées par des euh, machine spécifique est transportée dans un ordinateur et le résultat, c'est une image qu'on voit sur l'écran. Mais ça peut être n'importe quel type de données. Et l'histoire des données est aussi spécifique. Aujourd'hui, il y a par jour quelques 2,5 quintillions de bits, d'octets, de bytes par jour. Donc, c'est à peu près 10 millions de disques Blu-ray 4 fois le tour Eiffel chaque jour. C'est ça la taille des données qu'on génère chaque jour autour du monde. Donc, on a besoin de sauvegarder ces données et de les sauvegarder d'une façon à simplifier la recherche des données après. Donc, c'est l'idée des bases de données, ce qu'on appelle bases de données. Donc, les bases de données, ce sont des logiciels spécifiques pour capturer ces données et les organiser sur un disque dur. C'est tout simple. Donc, données organisées sur un disque dur dans ce qu'on appelle une base de données. Et puis, ils sont communiqués sur un réseau, et c'est ce qu'on je viens de montrer. Par exemple, mais il faut seulement, je voudrais différencier entre données et informations. Données, c'est des données brutes. Donc, par exemple, prénom, nom, pronom, nom, position, campus. Information sur ce qu'on a fait avec les données. Donc, si nous avons des étudiants, par exemple, ou des patients dans un hôpital, leur nom et prénom, ce sont des données. Leur taille, leur pression, leur poids, tout ça, ce sont des données. Mais si nous avons besoin de voir quel est le moyen âge des patients à l'hôpital, alors ça, c'est une information. S'il y a un besoin d'un résultat comme un diagramme avant de bar chart pour les types de maladies qu'ont les patients, c'est une information. Donc ça, c'est une information. Et on organise les données dans des bases de données qui connectent les données ensemble. Ce n'est pas la peine de savoir les techniques de ça. Donc, c'est quoi l'informatique de santé? C'est ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, c'est qu'on a besoin des données, on les organise sur des bases de données, on les sauvegarde dans des ordinateurs et les ordinateurs peuvent les communiquer à travers des réseaux et les réseaux sont de plus en plus vite, la transmission est plus vite et moins chère, et les ordinateurs sont moins chers à chaque jour, et aussi la possibilité de sauvegarder les données incrémente. Alors, l'idée d'utiliser l'informatique dans le domaine de la santé, de la médecine, c'est très particulier la médecine, mais la santé, c'est plus vaste. Donc, même si nous sommes à la maison et ne sommes pas des patients, on peut dire que nous avons besoin des outils pour préserver ou pour manager notre santé. Donc, ce n'est pas nécessairement médical. La santé, c'est plus large. L'informatique biomédicale, c'est informatique au niveau de la cellule. Par exemple, la génétique, il y a des systèmes d'information pour découper, pour dépister la gène humaine. Il y a de l'informatique en imagerie médicale, c'est un autre niveau. Au lieu du niveau de la cellule, c'est le niveau de l'organe, donc les poumons, le cœur, etc. Il y a l'informatique clinique au niveau de la personne, donc le patient, les données du patient, et c'est ce qui est lié à la personne. Et il y a de l'informatique au niveau de la santé publique, donc c'est la population, comme par exemple COVID. Donc c'est toute l'information qui est à propos de COVID, ça concerne toute la société. L'informatique de santé, il y a des applications cliniques, par exemple médicales, imagerie médicale, l'informatique infirmière, donc l'informatique au service des infirmiers et infirmières, et l'informatique clinique pour les dents, etc. Et puis, il y a l'informatique de santé pour la santé publique, locale ou globale. Par exemple, l'Organisation de santé mondiale, c'est global. Ils ont des systèmes, par exemple, pour collecter les données à propos du flux, n'est-ce pas? Donc, les systèmes d'informatique de santé, nous avons
accès à ça en tant que patient. Nous avons tous vu des dossiers médicaux qui sont électroniques lorsqu'on sommes à l'hôpital, par exemple. Il y a des systèmes d'aide à la décision par exemple, pour les, donc on dit qu'il y a par exemple des contre-indications, il y a des, des choses qu'il faut faire attention. Donc il y a des télémédecines, télésanté, donc des gens, au lieu de, mais c'est ce qu'on utilise maintenant à cause de Covid, si nous avons besoin de visite pour le médecin général, donc on fait des visites électroniques, donc accès aux services à travers les réseaux. Et puis, il y a l'informatique pour consommateurs. Si nous avons une app sur notre mobile et nous l'utilisons pour compter le nombre de pas par jour, quelque chose pareil. Donc, ce sont des choses pour les consommateurs, c'est l'informatique pour les consommateurs. Et informatique pour santé publique comme le Covid. Et puis, il y a le big data, je vais y parler après. Euh, Santé publique parce que c'est très récent, il y a beaucoup d'informations là-dessus en général après Covid. Donc, l'Agence de santé publique au Canada a une mission spécifique sur leur site web de promouvoir et protéger la santé des Canadiens. Donc, c'est pour la population, pas seulement pour une certaine personne. Et donc, leur tâche, c'est vaccination, maladies infectieuses, sécuriser le lieu de travail, sécurité alimentaire, planning familial, autre chose. Il y a plusieurs composants dans le santé publique, dépistage, promotion de santé, prévention, vaccination, environnement et travail, nutrition de la population, surveillance, vigilance s'il y a un problème de santé générale, par exemple, des choses chimiques ou autres, médicaments et comment contrôler le déploiement des médicaments, et transplantation d'organes, de tissus, transfusion sanguine. Donc, il y a des systèmes qui existent pour surveiller la santé publique au Canada et ailleurs, bon, bien sûr. Il y a des surveillances des cas où il y a des systèmes qui collectent les données à propos des cas d'une certaine maladie, par exemple l'influenza. Surveillance syndromique, symptômes au laboratoire, donc collection des données du laboratoire, des laboratoires qui existent. Il y a parfois des agences spécifiques dans des zones spécifiques géographiques pour collecter des données et avoir une idée générale dans la population à l'étendue du Pacifique, l'Atlantique. Et il y a surveillance de comportement, par exemple, fumée, tout ça. Et surveillance donc comportement à risque de santé. Et les résultats cliniques sont aussi communiqués dans les provinces et sur le niveau fédéral. Il y a des surveillances en laboratoire. Qu'est-ce qui se passe au laboratoire? Surveillance de maladies cliniques, de chroniques, résistance antimicrobienne. Il y a plein de systèmes de surveillance. Je vais montrer peut-être le COVID-19. Le COVID, il y a un site web pour l'Agence santé publique qui montre le nombre des cas. Il y a donc une interactivité. Je vais cliquer ici. Dites-moi si vous voyez le site web maintenant. Oui, d'accord. Donc, sur ce site web, nous avons donc ça, c'est un système informatique de santé publique. Donc, c'est un système public ouvert à tous, à toutes, et qui peut présenter des informations selon certains critères. On peut choisir le critère. Par exemple, je veux en français peut-être, je peux voir ça en français, voilà. Donc, le nombre de cas totaux dans tout le Canada et on peut voir par province. Je peux utiliser, je veux, le nombre des cas actifs actuellement. Et ça change et on va voir combien de 12 628 à l'Ontario. Et je peux voir, au lieu de nombre, les taux
dans la population. Et puis, on peut voir le nombre des cas rétablis, des personnes rétablies, 83 000, etc. Donc, ce sont des systèmes d'information pour communiquer l'information au public. Et il y en a d'autres, bien sûr. Donc, ça, c'est un autre exemple. Il y a un autre site pour faire des rapports. Il s'appelle Infobase. Je vais distribuer les PowerPoint. Donc, vous pouvez avoir les liens chez vous si Geneviève peut les faire présents sur un certain site web ou bien les communiquer par email. Donc, ces liens, vous pouvez l'utiliser, l'Infobase, par exemple, pour voir chaque année, c'est différent, mais vous avez des outils de données. Si vous voulez voir un atlas de facteurs de risque au Canada, données à propos du cancer, inégalités en santé, les anomalies congénitales, les systèmes canadiens de surveillance de maladies chroniques. Donc, vous pouvez afficher les informations là-dessus. Donc, vous pouvez faire ça. D'autres exemples, surveillance d'épigrippe. C'est donc le flou, la grippe chaque année. Donc aussi, on peut faire ça. On peut y aller. Donc ici, c'est une image où vous voyez les activités plus ou moins grandes en matière de grippe. Donc, bon, le lien maintenant, ça ne marche pas, mais on verra. Donc, le Flu Watch, c'est une épigrippe en français. Donc, c'est un système de surveillance où on peut voir quel est l'état de grippe actuellement à chaque moment, à chaque semaine au Canada et dans chaque province. Ici, c'est un autre système, ça s'appelle le système d'information géographique ou Geographic Information System, où vous pouvez voir local, par une certaine carte, sur une certaine carte, des informations. Ici, c'est à propos de l'utilisation du food bank au Canada, donc par province. Vous pouvez mettre sur la carte autre type d'informations et plus fines. Donc, vous pouvez entrer à l'Ontario et voir par ville, et ainsi de suite. Donc ça, c'était simplement un parcours pour voir comment ces systèmes d'information peuvent être utilisés pour la population. Je vais maintenant présenter quelques exemples de systèmes d'information qui sont liés aux communautés virtuelles qui peuvent intéresser la communauté française en Ontario. C'est comment connecter les gens, et ça, c'est mon domaine de recherche le majeur, comment connecter les gens ensemble pour achever un objectif. Donc, l'objectif peut être n'importe quoi, peut être seulement pour s'amuser ou bien peut-être pour des objectifs de santé. Donc, la communauté virtuelle, c'est parfois communauté en ligne, peuvent être publiques, donc tout le monde peut y accéder. Ou bien privé, où il y a un médecin patient. Donc, c'est un système localisé et très clos, donc seulement les patients avec leur médecin, ou bien spécialisé, médecin-médecin, médecin-infirmière ou infirmière-infirmière, donc, ou bien les gens professionnels peuvent discuter ensemble, faire un training, ou bien discuter des cas particuliers. Ici, c'est un exemple de ma dernière recherche en matière de santé mentale. Donc, les étudiants au Canada et en Amérique du Nord, et ils font face à des challenges d'anxiété, de stress et de dépression. Et donc, l'idée, c'était de comment trouver des outils informatiques pour les mettre au service des étudiants pour contrôler ou manager les symptômes de stress, anxiété et dépression. Donc, mon groupe de Elmore, Ahmad et Ritvo. Ritvo est le psychologue qui a été aussi collègue dans ce travail de recherche. Donc, nous avons mis en place des vidéos et des forums et aussi des téléconférences, des sessions de téléconférences pour les étudiants. Notre recherche s'est déroulée à York, en campus Kiel. Ces vidéos de mindfulness ou pleine conscience, c'était pour
éduquer les étudiants à faire une certaine contemplation, c'est ce qui s'appelle pleine conscience ou mindfulness. Et nous avons testé leurs symptômes et le niveau de de leur anxiété, stress et dépression avant d'utiliser ces outils informatiques et après. Et nous avons publié les derniers changements. Donc, sur ce site web, ils peuvent avoir accès à ces outils et le réutiliser à leur gré. Et les résultats étaient en fait, c'était effectif de réduction de l'anxiété et de dépression. C'était financé par le IRSC, donc l'Agence canadienne pour la santé. Un autre travail de santé globale, c'était aussi pour manager les gestions des maladies chroniques, hyperpression et diabète. C'était des outils informatiques qui étaient mis pour les médecins, pour les patients et pour collecter les données à propos des patients lorsqu'ils visitent les médecins. Il y avait une portail, donc un site web en ligne où les médecins avaient accès à des cas cliniques et comment communiquer avec les patients hypertension et diabète. Et pour les patients, il y avait des messages sur leur électronique, SMS seulement, simplement, pas un app. Ça se déroulait au Liban, dans les zones rurales et dans les camps de réfugiés. Donc, ils avaient accès à des rappels, à des informations à propos de leurs conditions et rappels pour les rendez-vous avec les médecins. Et nous avons testé ça dans c'était effectif. Nous avons publié les résultats pour voir. Donc, c'était des communautés virtuelles. Le type de communication peut être web, peut être SMS, peut être app, peut être n'importe quel outil que nous jugeons qui est convenable pour les patients ou les utilisateurs. D'autres possibilités, c'est la santé mobile, n'est-ce pas? mHealth, c'est l'utilisation des apps. Et c'est possible parce que au Canada, 73% des Canadiens ont un téléphone intelligent et ils peuvent avoir accès à 4G maintenant. C'est le 5G, donc c'est plus vite. La vitesse d'accès, c'est beaucoup plus et donc les services peuvent être énormes. Donc, des applications peuvent être déployés pour les patients ou bien le grand public sans être patient nécessairement, comme l'association pulmonaire, c'était pour les patients qui ont des problèmes de poumons pour gérer leur gestion, leurs symptômes, asthme par exemple. Le réseau OTN, donc la télémédecine de l'Ontario, c'est un réseau qui existe et que nos médecins généralistes peuvent avoir accès. Donc, il y a si vous passez à otn.ca, donc vous voyez le site web et les différents services qui sont possibles d'accès, qui sont accessibles à travers ce site par les médecins et les patients. Par exemple, nous pouvons faire une visite électronique avec le médecin de famille généraliste et il y a aussi d'autres soutiens pour la santé mentale et autres services. Donc ça, c'est la télémédecine ou bien télésanté. Pour le vieillissement, pour les gens âgés, il y a des technologies, il y a aussi des applications. Parmi les applications, optimisation de médication, donc information, distribution, dosage et suivi pour les gens âgés, parce que la capacité cognitive pour tout le monde va diminuer avec le temps. Donc, nous avons besoin des rappels et d'être sûr que c'est la bonne dose pour la bonne personne. Donc, on peut remplir une prescription rappelée pour prendre les médications à temps, dispenser les médications, le correct dosage, puis c'est l'ingestion, puis métabolisation, puis rapporter les résultats, les symptômes s'il y en a, et ajuster les médications s'il faut les ajuster.
Les zones grises ici sont en train il y a des ingénieurs qui essayent de trouver des capteurs pour détecter s'il y a ingestion, bonne ingestion, métabolisation et l'ajustement. Alors que les autres zones qui sont plus en couleur existent déjà. Ces technologies existent déjà pour dispenser la bonne dose aux bons patients. Il y a d'autres applications de la technologie d'information de communication pour la surveillance des patients à distance en général à la maison. Donc, il y a une grande idée de maison intelligente qui devient de plus en plus accessible à travers les différents outils à la maison qu'on peut commander par voie, quelques outils qui existent à la maison, musique par exemple, ou bien autre chose. Et il y a aussi des balances intelligentes, donc balances qui sont électroniques et qui peuvent communiquer les données à un serveur. Donc, les données, l'idée, c'est qu'il y a une interaction à la maison avec des appareils de télésanté et ces appareils vont collecter les données et puis les envoyer à quelqu'un qui est médecin, par exemple, ou infirmière, qui est à distance. Et puis, les données transmises seront analysées et s'il y en a besoin d'intervenir ou bien d'ajuster les médicaments ou autre chose, donc ça se passe. Il y a d'autres technologies pour assistance, donc compensation à des déficiences sensorielles, physiques ou cognitives. Et dans ce domaine, il y a beaucoup de recherches courantes en système de reconnaissance vocale, surveillance des gens à la maison et alerte s'il y a un danger d'environnementaux ou crise personnelle. Par exemple, ici, nous voyons qu'il y a pour les gens handicapés, on peut utiliser un device, une machine qui est commandée par voix pour gérer l'environnement à la maison pour une personne. Et ça, c'est possible de maintenant. En fait, les gens ont profité de cette technologie. Formation et supervision à distance, c'est ça pour les professionnels de santé, donc infirmières, donc, les cours à distance, simulation, réalité augmentée. Réalité augmentée ou augmented reality, ce n'est pas les réalités virtuelles où complètement toutes les choses sont virtuelles, sont fictives, mais il y a des choses qui se superposent sur la réalité que nous avons. Donc, nous voyons ici une équipe médicale où, donc, ici, quelqu'un qui travaille ou bien qui joue avec de Lego. Le Lego est virtuel, mais la salle est effectivement réelle. Donc, il y a des superpositions du virtuel dans le réel. Ça peut être utilisé par exemple, pour des simulations, pour les interventions, pour éduquer les gens. Donc, par exemple, dans la médecine interventionnaliste, donc, où on peut faire de l'éducation à travers des outils de réalité augmentée. Gestion de maladies chroniques, soutenir les gens, pour traiter même les patients, aptitudes cognitives et d'évaluation. Il y a un domaine de jeux, les jeux sérieux qu'on appelle jeux sérieux ou bien gamification, qui sont des jeux pour le défi cognitif. Donc, prévenir ou retarder la maladie, par exemple, d'Alzheimer ou bien les démences associées. Donc, il y en a des outils informatiques qui peuvent aider les gens à maintenir leur capacité cognitive lorsqu'ils vieillissent ou lorsqu'elles vieillissent. Les réseautages sociaux, c'est les communautés virtuelles ou bien patient-patient ou bien patient professionnel ou bien professionnel pour des objectifs différents, ou bien un support à distance, ou bien des éducations à distance. Ici, on voit le jeu électronique virtuel. En fait, il n'y a rien qui est dans la main de la personne, mais elle joue avec un jeu virtuel. Donc, ce sont des types de jeux à la maison. Même réhabilitation à la maison, ça peut aller aussi à travers des jeux. À propos du futur? Le futur, il y a plusieurs tendances. Donc, les plus notables sont simplement l'explosion de l'information et comment traiter toute cette information. Par exemple, au Canada, maintenant, nous avons les dossiers électroniques de patients dans chaque hôpital. Et puis, les hôpitaux, en fait, il y a un projet de dossier médical de l'Ontario qui connecte les hôpitaux ensemble et aussi
dans une deuxième étape aussi les médecins généralistes de leur office sur ce dossier. Donc, toutes les données seront ensemble pour nous à l'Ontario, puis chaque province, en fait, a des projets similaires et l'idée, c'est de connecter toutes les provinces ensemble afin de ne pas d'avoir toute l'historique de la personne, historique médicale, de santé présent. Donc, ce qui donne plus d'outils pour les professionnels de santé à n'importe quel moment de savoir quel est l'historique. Par exemple, s'il y a une contre-indication d'un médicament, on ne peut pas le savoir si on n'a pas l'historique du patient. Et donc, j'ai dit déjà que le type de données, c'est gros. Donc, nous avons beaucoup de données et un jour, lorsque tous les hôpitaux sont ensemble et toutes les données médicales sont ensemble au Canada, c'est une source gigantesque de données. Et donc, il faut traiter ces données, voir comment procéder pour bénéficier de ces données qui existent. Donc, il y a un type d'informatique qui s'appelle les mines de données. Mine de données, donc, c'est un style ou bien une technique d'organiser les données, puis de trouver dans ces données des patterns, des motifs. Par exemple, en général, pour les bases de données, pas les mines de données, mais les bases de données, on peut, par exemple, lorsqu'on sommes à l'hôpital, ils nous demandent notre prénom et nom pour retirer de la base de données notre dossier médical. Mais c'est simple. Si on sait le nom, le prénom et l'adresse peut-être, ou la date de naissance, on aura le dossier. Mais si, par exemple, les questions à trouver sont complexes, par exemple, si nous avons besoin de savoir quel est le type des patients qui utilisent l'hôpital plus que d'autres, quel est le type? Donc, c'est compliqué. Nous n'avons pas vraiment une idée. Donc, nous demandons à l'informatique, nous demandons à l'outil d'informatique de trouver des motifs des patients et trouver qui sont les patients qui utilisent plus que d'autres l'hôpital, par exemple. Ainsi, c'est ça la mine de données. Donc, il y a une gigantesque données, donc une gigantesque source de données, et puis l'outil d'informatique essaye de trouver des motifs, des groupes de données qui nous intéressent, pas simple recherche de données, mais vraiment des questions compliquées. L'autre tendance, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, donc c'est donner des entrées, quelques par exemple, ici, âge, le gendre, quelques données sur le patient ou bien sur l'image médicale ou bien sur d'autres choses. Et puis, demander de logiciel de décider, de nous aider à décider à propos de quoi, d'une question. Par exemple, ici, quelle est... par exemple, supposons que je suis intéressé de savoir si cette personne va retourner à l'hôpital après l'opération. Donc, on peut donner des données concernant ce patient à le logiciel. Et le logiciel peut nous suggérer qu'il y a une possibilité grande ou bien petite, donc une possibilité de retourner ou non. Donc, lorsque nous sommes dans un état de prédiction, nous essayons de prédire le futur, donc une sorte de magie, n'est-ce pas? Donc, on utilise l'intelligence artificielle. C'est par exemple ici, il y a un exemple sur le cancer du sein. Donc, en général, donc c'est un logiciel qui a pu en fait prédire l'apparition du cancer du sein 5 ans en avant. Donc, à propos, parce que le logiciel a analysé l'image et a trouvé des fines données qui pouvaient prédire ça. Et c'était à 99% de précision. Donc, c'est tellement fort. Un autre exemple où une image médicale, on peut trouver des zones d'intéressance qui sont intéressantes pour médicalement. Et puis,
le logiciel peut voir s'il y a en fait une pathologie présente dans ces images médicales. Un troisième exemple, on peut donner des différentes propriétés du patient, taille, poids, fracture de fragilité antérieure, antécédent parentaux de fracture de la hanche, etc. Et puis le logiciel peut prédire la possibilité, la probabilité de 10 ans d'une fracture ostéopathique majeure, ou probabilité de 10 ans de fracture de la hanche, donc avant que ça se passe. Donc si on peut savoir avant qu'il y a une grande probabilité, alors on peut mettre en place des mesures de prévention. C'est ça l'idée. Donc c'est l'idée de l'intelligence artificielle. La troisième tendance, c'est le big data, donc beaucoup de données et comment faire avec ces grandes données. Donc, il y a aussi la manière d'organisation de ces données dans des logiciels spécifiques. Et les jeux sérieux, la gamification, utiliser les jeux dans le domaine médical, par exemple, pour la cognition. Par exemple, un rapport de 2012 qui dit qu'il y a 61% de ménages canadiens qui possèdent une console de jeu. Donc, c'est possible de déployer de tels outils. L'âge moyen du joueur est de 31 ans. 54% des joueurs sont des hommes, 46% sont des femmes. 50% des Canadiens sont des joueurs, 90% des enfants et des adolescents sont des joueurs. Donc, ça donne des idées que quel âge est-ce que c'est possible de déployer de tel outil. Donc, on peut appliquer ça dans le domaine santé publique, activité physique, auto-efficacité, gestion de santé personnelle. Maison intelligente, c'est une idée qui est en phase de développement. Donc, il y a maintenant quelques devices qui sont intelligentes à la maison pour commander ici, par exemple, ou la lumière, ou bien la musique, etc. Et l'Internet des objets, c'est une idée aussi qui est en plein développement. Comment tous les outils qui existent avec nous, donc, ou bien aux alentours, donc à la maison, les outils informatiques, notre ordinateur, notre appareil mobile, comment ils peuvent communiquer des données automatiquement pour nous servir. C'est ça l'idée. Bien sûr qu'il y a des challenges de sécurité, de safety et tout ça, mais c'est à discuter si vous voulez. Communauté francophone à l'Ontario, on peut faire de télésanté mentale, convivialité sociale, des systèmes de support des gens à la maison, je ne sais pas, violence contre les femmes, c'est incrémenté avec Covid, donc partout dans le monde. Il pouvait y avoir des déploiements, des outils de support dans ce domaine. Donc, c'est la fin de ma présentation. Merci de votre intérêt. Maintenant, je peux avoir si vous avez des questions. Oui, vous pouvez les poser soit par le chat ou juste ouvrir votre micro à ce moment-là. Merci beaucoup, professeur Elmore, c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions?